Bonsoir tout le monde, bon début de soirée. Bienvenue sur la page Facebook Le Monde du Hockey, /NHL News. On est désolé pour les quelques minutes de retard. Problème technique, on va le dire comme ça. Là. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Anthony Beauregard, hockeyeur professionnel. Donc, je vais te présenter plus tard. Je vais laisser aux gens un petit peu le temps de se connecter. Puis par la suite, on débutera. Vous pouvez déjà saluer dans les commentaires Émeric Buzière, Marc-Antoine Cossette et Samuel Brouillette qui nous saluent. Continuez de le faire. Également, vous pourrez poser vos questions. Ça va nous faire un plaisir de les poser également à Anthony. Donc voilà, pour débuter, Anthony Beauregard qui est avec nous. Hockeyeur professionnel, comme je le disais, qui évolue là, cette saison dans la East Coast League. D'ailleurs, premier pointeur de la fameuse East Coast League. Donc, c'est le meilleur joueur offensif de cette ligue. Pour le Thunder de Wichita. Également un ancien qui a joué quelques matchs avec le Rocket de Laval au cours de sa carrière, le club école du Canadien de Montréal. Et des Foreurs de Val-d'Or dans la LHJMQ. Donc, lui qui a passé tout son stage junior là, avec la formation des Foreurs. Anthony Beauregard, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis bienvenue à l'émission. Comment vas-tu? Ça va bien, vous? Ah oui, ça va bien, merci. Ouais, super. Ouais, Christophe et Charles m'accompagnent, je ne les ai même pas présentés. Ben parce que, je sais pas, là, je sais pas si ça s'adressait à James ou à Non, nous trois, là, c'était mais... non, c'était à vous trois. Yes, super. Excellent. Ben maintenant que j'ai fait le petit préambule, pour ceux qui te connaissent un peu moins, qui est Anthony Beauregard, comment tu décrirais? Je te dirais, en dehors de la glace, je suis vraiment un gars calme. Je suis quand même un gars qui aime faire des jokes, mais en général, je suis un petit gars qui est tranquille. Contrairement à sur la glace, je te dirais que je suis un petit fatigant. J'aime ça travailler fort, j'aime ça mettre mon nez dans le trafic. Fait que le monde qui me connaisse en dehors de la glace, souvent, il voit une autre personne sur la glace, mais en général, je te dirais, je suis quand même un gars calme. J'aime ça avoir du fun avec mes amis, j'aime ça être avec ma famille. Fait que ça serait pas mal ça, je te dirais. Good. Y a-tu peut-être un joueur là, à qui tu te comparais ou une idole que tu as, dans le fond, depuis que tu grandis? J'aime ça me comparer à Jonathan Audy-Marchessault de Vegas. Je pense que si on regarde un peu le type de joueur, je pense qu'on peut me voir en dedans de lui. On est deux petites personnes qui à chaque game, on se présente à 100%. Puis quand je regarde les games de Vegas, j'aime ça le regarder parce que je me vois un peu en dedans de lui, là. Donc, on peut dire que tu n'es pas gros, mais que tu joues gros. Ouais, ben c'est ça que le monde dit souvent, que ce soit les recruteurs, que ce soit ma famille, mes amis. J'aime ça m'imposer, même si je suis une petite personne, là. Excellent. Donc, si je peux enchaîner, là, si on se dirige plus là, vers un conseil là, pour les jeunes là, qui nous écoutent. Donc, si tu avais un conseil à leur dire, ça serait quoi ce conseil-là, là? Ça serait de jamais lâcher. Si tu as un rêve dans la vie, que ce soit par rapport au sport, la vie en général, ça serait tout le temps de persévérer. Je peux pas te compter combien de fois je me suis fait dire que j'allais pas jouer au hockey professionnel à cause que je suis trop petit, à cause que je n'étais pas assez rapide. C'est vraiment de prendre tous ces commentaires-là négatifs et essayer de les rendre positifs. Tu veux pas, moi, à chaque game, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps de me prouver aux personnes qui n'ont jamais cru en moi que je suis capable de jouer au niveau professionnel, mais en même temps que je suis capable de performer. Fait, ça serait vraiment de dire aux jeunes de croire en eux. Puis, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ça prend juste un petit moment où tu performes, puis après ça y va, là. Excellent. On va rentrer un petit peu dans le sujet de ton parcours dans la LHJMQ. Tu as été repêché dans le Circuit Courtois en 2012 par les Foreurs de Val-d'Or, avec qui d'ailleurs tu as passé là, pendant toute ta carrière du stage junior. En 6e ronde, 102e au total.
Ça a été ton seul repêchage puisque tu n'as pas été repêché dans la Ligue nationale de hockey. Mais comment as-tu vécu ce fameux repêchage-là, toi? C'était gros. Pour de vrai, Ouais. tu sais, moi, mon rêve quand j'étais jeune, c'était vraiment de jouer midget 3. Tu sais, j'allais voir les games avec mon grand-père tout le temps, vu que c'était proche de ma maison. Fait que mon rêve, c'était pas de jouer dans la Ligue nationale à ce temps-là, c'était de jouer midget 3. Puis quand ça s'est réalisé, j'ai eu deux bonnes saisons là-bas. Puis je m'attendais à rien, junior majeur. Je pense que j'étais classé de 9 à la 12e ronde. Fait que j'allais là vraiment avec aucune attente. C'est sûr qu'en tant que jeune, tu t'espères vraiment te faire Ouais. repêcher. Ouais. J'avais eu des bonnes discussions avec quelques équipes. Puis quand j'ai entendu mon nom aussitôt, j'étais tellement content. Tu sais, t'as comme un blackout un peu. Ouais. Tu sais, je me rappelle de certains bouts, mais en même temps, je me rappelle pas de tout. Tu sais, la première chose que j'ai faite, c'est de sauter des bras à mes parents, veux pas les sacrifices qu'ils ont fait depuis que je suis jeune. C'est énorme. Puis, oui, c'est loin Val d'Or, surtout que les équipes qui m'avaient parlé, c'était plus des équipes proches de la maison, mais ça a été le plus beau moment avant mon junior. Puis, j'ai rien à dire par rapport à Val d'Or. C'est tellement une belle organisation que je suis vraiment content d'avoir tout joué mon hockey junior là-bas. Ouais, puis tu disais que c'était loin Val d'Or. C'était d'ailleurs la première fois là, que tu quittais la maison parce que tu as joué ton hockey mineur, tout ton hockey midget 3, pas mal à la maison, mais c'est la première, ça n'a pas été trop difficile pour toi? Je te dirais ma première année, quand je suis arrivé là, parce que dans le fond, moi, j'ai été repêché à 16 ans, puis je suis revenu Ouais. 17 ans, midget 3. Ouais. Quand je suis parti à Val d'Or pour ma première année, c'est sûr, c'est un ajustement. Tu sais, je veux pas les premières semaines, tu es loin de ta famille, tu es loin de tes amis, mais le monde à Val d'Or sont tellement chaleureux, c'est tellement des bonnes Ouais. personnes. Mais ma pension, à l'époque, m'a aidé à un plus haut point. Je me sentais vraiment chez moi. Fait que ça a super bien été. Puis après ça, ben, c'est une routine que tu apprends à vivre avec. Excellent. Ça fait le saut un petit peu pour ma prochaine question parce que par la suite, après cette année-là de ton repêchage, tu es retourné midget 3 avec les Gaulois. Je vais le dire, tu as littéralement fait exploser les compteurs, on s'entend. 58 points en 41 matchs, encore là. Ta production offensive a été incroyable. Comment cette saison-là t'a aidé au niveau de ton développement pour justement devenir un meilleur joueur de hockey? Parce que la saison d'après, à ta saison recrue au Cercle Courtois avec les Foreurs, tu as quand même obtenu 41 points. C'est quand même pas rien. Ça a vraiment été au niveau de la confiance. Ouais. À mon année de 7 ans, j'avais eu, j'avais eu la chance de faire l'équipe, mais au niveau personnel, j'étais pas prêt mentalement. Puis mon année, quand je suis revenu midget 3, le coach il m'a donné confiance, il m'a donné des grosses minutes sur la glace. Fait que ça a vraiment été de bâtir la confiance pour l'année d'après. Puis quand je suis arrivé à Val d'Or, ben, je savais que j'étais capable de jouer en junior. Le coach m'a tout de suite mis avec deux de mes bons amis on se parle encore aujourd'hui. Puis on a pratiquement joué toute notre carrière junior les trois ensemble. Fait que ça a vraiment été un ajustement assez facile quand je suis arrivé junior. Good. Juste, James, là, Éric Laberge te pose une Ouais. question, mais je vais la mettre un peu plus tard parce que ça fait un très beau un très beau lien avec une question qui s'en vient bientôt. Ta première saison complète dans la LHJMQ, vous avez remporté la Coupe du Président en 7 matchs contre le Dracor de Bécomo. Parle-moi un peu de cette conquête-là. Là. Si ma mémoire est bonne, il y a comme eu un match, je pense que c'était un but de Loïc Marcotte là, qui avait complètement fait lever le plafond à Val d'Or, ça se peut-tu, ou quelque chose de même. Mais bref, parle-moi de cette Ouais, conquête-là. Là. ça a été une série assez difficile. Nous, on ne se le cachera pas, on allait là un peu underdog, qu'on peut dire. On n'était pas les Ouais, c'était favoris du tout 1-3. pour gagner. Ouais. Ouais, puis on affrontait Bécomo. Bécomo avait une très bonne équipe avec des joueurs repêchés dans la Ligue nationale. Puis tout le long de la série, ça a été une série intense. On a fait face à l'élimination, la Game 6 à Val d'Or. Puis c'est là que Chloé qui a compté un gros but pour nous. Puis quand on est arrivé à Bécomo, mentalement, on était
on était fatigués physiquement aussi, mais au bout de la ligne, on avait confiance en nos moyens. Puis, même la Game 7, on gagnait 3-0. Bécamo, ils ont fait 3-3. Puis, encore Loïc Marcotte, il a compté le but vainqueur. Je pense qu'il restait une minute. Fait que, c'est des moments que j'oublierai jamais. Surtout contre Bécamo, avec le temps, on a créé une certaine rivalité. Fait que, c'est un moment quand même assez fou qu'on gagne la Game 7 là-bas à Bécamo. Je vais t'interrompre, je vais tout de suite jumper sur la question parce que là, tu parles de rivalité. Tu es un foreur. Vous avez affronté là, maintes fois les Huskies de Rouyn-Noranda pendant, dans le fond, ton parcours junior. Comment est-ce que tu as vécu là, la guerre de la 117 là, entre foreurs et Husky? Question qui provient d'Éric Laberge, qui lui habite Rouyn. Comment tu vis ça en tant que joueur, là, une rivalité là, aussi forte? C'est gros en Abitibi. Pour de vrai, tu perds une game contre que ce soit Rimouski ou Québec ou peu importe. T'en entends pas beaucoup parler, mais tu perds une game contre Rouen, c'est dans les médias la journée d'après. C'est des games intenses, c'est des games vraiment le fun à jouer. Les arénas sont pleines tout le temps, que ce soit à Val-d'Or, il doit y avoir 200 fans des Huskies qui sont là, ou bien quand on joue à Rouen, il y avait des fans de Val-d'Or qui étaient là. Fait que c'est vraiment un autre game. Là. Tu ne vas pas là avec dans ta tête que ça va être une game facile, que ça ne sera pas physique. C'est des games, comme j'ai dit, intenses. Ça frappe beaucoup. C'est vraiment des games le fun en tant que joueur de jouer parce que tu le sais que ça va être un bon challenge. Puis ça a été ça pendant mes 3 années. Oui, ben là, moi, je vais revenir. Là, on parlait que tu avais gagné la Coupe du Président. Donc, évidemment, vous êtes allé à la Coupe Memorial juste après. Donc, raconte-nous là, comment tu as vécu cette expérience-là là, d'aller au prestigieux tournoi de la Coupe Memorial. C'était magique. Pour de vrai, tu entends souvent les joueurs, que ce soit les joueurs de la Ligue nationale ou peu importe, dire que c'est le tournoi le plus difficile à gagner. Je peux vous le confirmer, c'est difficile physiquement puis mentalement. Tu veux pas, tu fais tes séries dans le junior, mais après ça, tu affrontes les meilleures équipes au Canada. Puis, c'est tellement un tournoi intense dans un court laps de temps. Je pense que ça dure une semaine ou peut-être une semaine et demie. C'est toutes des bonnes équipes. Oui. Fait que, à chaque game, c'est des games serrés ou peu importe. Fait que, j'ai vraiment adoré mon expérience. On a été chanceux. Nous, les familles ont été capables de venir. Fait que, ma famille était là avec moi aussi. Fait que c'est des beaux moments en tant que joueur, mais aussi en tant que famille. Je pense que, on a des souvenirs de ça, que ce soit des chandails, des rondelles, peu importe. On a des souvenirs que je vais garder toute ma vie. Puis, c'est plate. On n'a pas été capable de remporter la coupe, mais juste d'y avoir été, il y a plein de joueurs juniors qui y rêvent. Fait que, c'est vraiment une expérience qui va rester dans ma tête. Là. Ça vient de me venir en tête parce que j'ai encore la page ouverte sur mon ordi. Dans ce tournoi-là, vous avez perdu en demi-finale contre les Oil Kings d'Edmonton. Match complètement fou qui s'est complété en 3e période de prolongation. Okay. Parle-moi de ce match-là. Ça devait être complètement incroyable de jouer 6 périodes de hockey à la Coupe Memorial. Ben, pour être franc, j'aime pas trop penser à ça, mais ouais, c'est vrai, parce que c'est mon homme que je surveillais dans la zone qui a compté, mais Curtis Lazar. En même temps, vu qu'est-ce qu'il a fait là aujourd'hui, t'as pas trop à avoir honte, là, mais bon. Non, ben, tu sais, veux pas. C'était notre 2e game, je pense, qui est allé en 3e prolongation en tout le tournoi. Tu rentres dans la chambre après les prolongations, tu bois du Gatorade, tu manges. La game a quasiment duré un 4 heures, 4 heures et demie. C'est des games extrêmement longues. Puis, c'est sûr qu'on veut, en tant que joueur, tu veux un autre dénouement, mais au bout de la ligne, fallait qu'une équipe compte, puis malheureusement, ça n'a pas été nous. Mais c'est tous des souvenirs, comme j'ai dit auparavant, que je me souviens encore que tous les gars ont rentré dans la chambre, puis là, c'est les barres de chocolat, les Gatorade, on essaie de manger puis boire.
Fait que c'est des moments le fun quand tu y repenses, puis je suis vraiment content de l'avoir vécu. Là. Ouais, c'est vrai, tu as dit ça. Vous avez gagné justement contre les mêmes All Kings d'Edmonton en ronde préliminaire en deuxième Ouais, prolongation. ouais, exact. Ouais, ça doit être fou. Lorsqu'on t'a parlé de Coupe Memorial, l'une des premières choses que tu as dit, c'est que c'est l'un des tournois les plus difficiles à gagner. Pour vrai, on n'a pas de misère à pouvoir. Honnêtement, il faut que tu gagnes tes séries à toi, puis pour ça, il faut que tu ailles te battre contre les 3 champions plus l'équipe haute, ça doit être quelque chose. Pour vrai, le niveau de compétition doit être assez relevé. Exact. Puis en plus, nos séries, nous, on a eu, je pense, 2 séries qui ont fini en 7. On a gagné contre Halifax en 7 là-bas aussi. Après ça, on a gagné contre Bécomo en 7 à Bécomo. Fait on n'a pas eu des séries faciles, mais ça a été à l'image de toute notre saison. On a tout le temps été une équipe qui travaillait très Ouais. fort. Puis je pense que c'est à cause de ça qu'on s'est rendu aussi loin. Là. J'ai vraiment l'impression qu'on te fait revivre de beaux moments. Ouais. Pour de vrai, là, à chaque coup, que peu importe qui me parle de ça, c'est des moments que tu n'oublieras jamais. Là. Cette année-là, tu avais même joué avec un certain Anthony Manta, un joueur qui est aujourd'hui connu pour jouer dans la Ligue nationale de hockey avec les Red Wings de Détroit. Évidemment, on a pu s'accrocher sur lui, mais comment qui est comme coéquipier Anthony Manta? Ah, c'est vraiment une bonne personne. Pour de vrai, moi, j'ai rentré à 17 ans, 18 ans late dans le junior. Puis, ça a été un des premiers qui était avec les jeunes, puis il avait du fun avec nous autres, que ça soit nous amener manger une crème glacée ou un soir ou peu importe. C'était tout le temps le premier qui nous amenait avec eux. Puis, autant sur la glace qu'en dehors de la glace, c'est tellement de bonnes personnes. Je suis vraiment content du succès qu'il a présentement dans la Ligue nationale. C'est un gars qui travaille extrêmement fort en dehors puis sur la glace. Que ça soit prendre des one-timers après les pratiques, rester sur la glace des 15-20 minutes juste pour pratiquer son lancer. C'est un gars qui, tu le savais, qu'il avait un but en tête, puis je suis vraiment content pour lui qui a été capable de l'accomplir, puis j'espère qu'il va connaître encore beaucoup de succès dans la Ligue nationale. Là. Au vu de la description que tu me donnes de lui, tu es en train de me dire qu'il mérite une meilleure équipe que les Red Wings. Ça doit être difficile pour lui mentalement parce que c'est tellement un compétiteur, il veut tout le temps gagner. Puis, mais en même temps, tu regardes ça, pour moi, il fait la meilleure job au monde. Il joue au hockey, puis je pense que si on lui demande s'il est heureux, il va dire oui, même si c'est son équipe, c'est pas la meilleure. Je pense qu'il est content de hockey en ce moment. En plus, il y a un rôle important. Les Red Wings ont quand même, quand même un bel avenir devant eux là, avec plusieurs jeunes joueurs. Donc, c'est clair qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui et qu'il va connaître sa part de succès prochainement. Ah, je suis confiant. Ouais. Je suis confiant, il est dans mon pot, messieurs. Ah oui. Tu as bien fait. Très bon choix. Meilleur qu'Aaron Ekblad. Deuxième année complète dans la LHMQ. Tu es vraiment devenu un leader de ton équipe, là, compte tenu non seulement que tu étais rendu avec un A sur ton gilet, mais également que tu as récolté 87 points. C'est ce qui a été bon là, pour le deuxième, dans le fond, pour le deuxième rang des meilleurs pointeurs de ton équipe. Vous êtes rendu en demi-finale, ce qui est quand même un exploit, là, considérant le cycle du hockey junior. Là, après avoir gagné, vous avez quand même réussi à aller en demi-finale l'année d'après. Parle-moi là, de ce nouveau rôle de leader que tu as eu cette année-là, qui a visiblement donné d'excellents résultats. Je pense que c'est un rôle que j'aime me donner, que ça soit avoir une lettre sur ton chandail ou pas. Je suis vraiment une personne émotive, que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace. Puis ma deuxième année, Mario, mon coach, il me l'avait dit, je veux pas, oui, j'avais juste, c'était ma deuxième année, mais j'avais quand même joué mon année de 19 ans. Fait que ça a vraiment été un rôle qui m'a donné dès le jour 1. Puis j'aime avoir ce rôle-là. Puis on avait tellement des bonnes personnes dans cette équipe-là qui avaient une bonne tête sur ses épaules. Fait que ça a été vraiment facile. Puis aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est que tu es un leader. Là. Au niveau midget 3, tu as vu le C sur ton chandail. J'imagine qu'il y a de la fierté qui vient avec ça, avoir une lettre sur son chandail. Ouais, c'est sûr que les personnes en dehors, mettons, de ton équipe, quand ils voient que tu as une lettre sur ton chandail, ils remarquent que tu es un leader, mais ça m'a jamais vraiment dérangé que j'ai une lettre ou pas. Oui, c'est le fun d'avoir, exemple, le C ou même assistant capitaine. C'est une marque de confiance de ton coach ou même de l'équipe.
Mais ça, comme j'ai dit tantôt, ça a tout le temps été un rôle que j'aime avoir et que j'aimais avoir dans le passé. Puis encore aujourd'hui, ici, comment je pourrais dire ça? C'est ma 3e année pro. Puis encore là, les gars, ils savent que je suis un petit gars émotif, je suis un petit gars qui n'a pas peur de dire quand ça va bien puis quand ça va mal. Puis c'est pour ça, je pense que mes coéquipiers, même en tant que joueur. Là. J'ai vu James sourire tantôt quand tu as mentionné Mario Durocher, parce que en l'avant-match, je veux dire pas avant d'entrer en direct, quand on se préparait tantôt, j'ai lancé une question là, en tête qu'on n'a pas écrit, puis tu es sur une note plus humoristique, là, je vais te la poser. Comment il faisait pour vous caler au banc Anthony Beauregard, Anthony Richard et Anthony Manta? Quand il disait Anthony vient changer, les trois, ils venaient. Comment il faisait? Non, ben, souvent je pense qu'il n'y a pas un coach qui m'appelle Anthony depuis que je suis jeune. On a tous des surnoms. C'est Beaureg? Moi, mon surnom, c'est Beau. Juste Beau, okay. Juste Beau. Anthony Richard, c'était Rick. Puis Anthony Manta, souvent on l'appelait juste par son nom de famille. Fait je pense que les coachs, à chaque début d'année, ils essaient de trouver un surnom pour tout le monde. C'est plus facile pour eux. Puis, moi, ça a pas mal tout le temps été ce surnom-là que j'ai depuis que je joue au hockey. Là. Good. Dernière saison dans la LHJMQ que tu as eu, vous avez encore une fois connu une excellente saison régulière là, avec les Foreurs, plusieurs joueurs là, qui étaient très dominants dans cette équipe-là. Anthony Richard qui était encore là, Julien Gauthier qui avait été un sniper là, cette année-là avec plus de 40 buts. Vous avez terminé 2e au classement général, mais dans le fond 4e si on prend avec les divisions. Là. Derrière vos rivaux de toujours, les Huskies de Rwanda. Mais en série, je pense que ce n'est pas des séries que t'aimerais que je te rappelle. Là, vous avez fait chou blanc, vous avez perdu contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Qu'est-ce que tu retiens là, de ta dernière année junior? Ça a été une des plus belles années, je te dirais, de mon junior. Oui, on a gagné la coupe. C'est ma première année. C'est un moment inoubliable, mais en tant que 20 ans, tu en as juste 3 par équipe. Fait que c'est un privilège de jouer à 20 ans en junior. Mm-hmm. Puis c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir une meilleure fin, comme je pourrais dire. Mais l'Armada était tellement bien dirigée. C'était Joël Bouchard. Joël Bouchard, il savait exactement qu'est-ce qu'on faisait, c'était quoi nos tendances. Puis cette année-là, oui, l'Armada nous a battus, mais ils ont vraiment fait un bon travail contre nous. Ils travaillaient extrêmement fort. Puis je vais toujours me rappeler ma dernière game. Moi, je m'avais blessé en 3e période. Puis j'avais de la misère à tenir mon hockey tellement que ça faisait mal. Puis juste le fait de retourner en prolongation puis d'essayer encore de jouer. C'est un moment, oui, que sur le coup, ça faisait mal, mais quand j'y repense, je le referais demain matin le même moment. Puis, une bonne chose, en même temps une mauvaise chose. Ma dernière game junior, j'ai été capable de la jouer devant ma famille. Je pense qu'il y avait quasiment 20 personnes qui étaient venues me voir. Ils ont été capables de voir mes derniers moments dans le junior. C'est sûr que c'est plate du qu'on a perdu, mais au bout de la ligne, je suis content qu'il ait pu voir mes derniers coups de patin en junior. Là. Tout à fait. Puis dans les commentaires, notre collègue Alexandre Dubois, qu'on salue, l'un de nos chroniqueurs, qui dit « Rappelons la surprise que l'Armada avait effectuée cette année-là », parce que lui, il dit qu'il se rappelle du moment où il était justement là-bas. Tu connais Yannick Tiffu? Ouais, je le connais. Ouais. On joue. Je suis un grand joueur de deck, j'adore le deck hockey, puis on fait souvent des tournois ensemble. Ouais. Ben, il te salue dans les commentaires. Il est content que tu sois là. Ah, salut, mon Yann. C'est une réflexion que j'ai eue pendant que tu parlais. Vous avez les Foreurs, pendant les 3 années que tu étais avec eux, les 3 années complètes, c'était vraiment des grosses équipes. Là. On parle du cycle du hockey junior, t'es perpétuel, t'es bonne équipe, après ça, reconstruction, bonne équipe, reconstruction. J'ai l'impression que tu n'as comme jamais connu d'équipe en reconstruction. Vous avez toujours eu un gros club. Première année, gagner la coupe. 2e année, demi-finale. Puis 3e année, meilleure équipe de la Ligue. 2e meilleure équipe de la Ligue derrière Rouen. C'est quand même impressionnant là, justement comme parcours. Là.
C'est une Ouais, remarque que j'avais. j'ai été chanceux pour de vrai. J'ai vraiment été dans les bonnes années à Val d'Or. Puis même ma dernière année, ça n'a jamais été question d'un échange. Tu sais, j'ai été extrêmement bien là-bas. Mhm. Puis même le coach, il a tout le temps essayé de pousser pour qu'on ait une bonne équipe. Qu'est-ce que je suis vraiment content de ne pas avoir été échangé. Puis comme j'ai dit, c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir un meilleur dénouement, mais au bout de la ligne, je suis vraiment content de mon parcours junior, là. Ouais. Question dans les commentaires qui nous provient d'Éric Laberge, encore une fois. Il nous demande lorsque tu étais à Val d'Or, est-ce que tu avais un agent et si oui, c'était qui? Ouais, moi j'ai eu Chad Levitt. C'est un gars de Montréal. Ça a été mon agent jusqu'à ma première vraie année professionnelle. OK. Tu sais, junior, tu n'as pas réellement besoin d'agent parce que tu n'as pas de négociation de contrat ou peu importe. Ouais. Mais il a tout le temps été là pour m'écouter. Si j'avais des questions, je pouvais l'appeler n'importe quand, il m'aidait. C'est vraiment plus professionnel, au niveau professionnel, que ton agent rentre en ligne de compte. Good. Parce qu'actuellement, on connaît bien là, ton agent, là, Nick Riopel, que j'ai reçu là, sur mon podcast. Très, très le fun, Nick. Ouais, ben, tu sais, ça a été un changement que j'ai fait dans ma première année professionnelle. Puis, tu sais, Nick, c'est un gars qui vient proche de chez nous. Je pense qu'il habite, mettons, sa famille, si je me rappelle bien, elle habite à peut-être 15 minutes de chez nous. Fait que, je le connaissais un petit peu avant. Il a joué dans les Gaulois aussi. Mhm. Tu sais, depuis que j'étais avec lui, ça va super bien. Comme j'ai dit, il est tout le temps là pour moi. Il regarde mes games, il me donne des conseils après les games. Fait qu'il fait vraiment un bon travail, là. Puis il est content de t'avoir là. Ben, souvent, Nick, il met souvent des publications sur les réseaux sociaux des exploits de ses clients. Puis Ouais. étant meilleur pointeur de la East Coast League, tu sais, c'est le fun, là. Ouais, ben, tu sais, qu'est-ce que j'aime de chez Nick, c'est qu'il va tout le temps me dire la vérité, que ce Ouais. soit les bons côtés. Tu sais, après une game, j'ai tout le temps des bonnes choses que j'ai faites, mais j'ai aussi des moins bonnes choses que j'ai faites qu'il va me dire. Tu sais, il passe pas par quatre chemins pour dire, ah, exemple, tel joueur aurait dû faire ça, ça t'aurait aidé. Tu sais, c'est vraiment par rapport à ma personne, que ce soit positif ou négatif. Puis, c'est quelque chose que j'aime bien de Nick, là. Donc, si on peut parler aussi là, justement de ton début professionnel dans la East Coast League, tu as disputé un total de 21 matchs. Puis ensuite, tu t'es dirigé là, vers l'Université de Concordia. Donc, je voulais savoir là, pourquoi tu fais ce choix. Puis, c'était-tu pour des raisons là, plus scolaires ou c'était vraiment au niveau hockey? Euh, mettons, parce que je sais que mes parents écoutent, là, mais tu sais, en tant que joueur junior majeur, moi, comment je faisais ça? J'ai tout donné au niveau hockey. J'allais au cégep, tu sais, j'ai fait mes cours au cégep, ça a super bien été, mais tu sais, j'ai pas poussé plus pour finir mon cégep. Puis quand je suis arrivé là-bas à Indianapolis, tu sais, t'entends les joueurs parler, t'entends les joueurs, souvent les joueurs qui jouent dans la East Coast, ils ont fait leur parcours NCAA aux États-Unis, puis ils vont jouer dans l'East Coast après. Puis j'ai comme eu un flash de dire, hey, tu sais, j'ai la chance d'aller à l'université où que l'école comment l'équipe paye mon école. Fait que j'ai dit pourquoi pas, tu sais, la East Coast, je vais pouvoir y retourner après, puis ça va être là. Tandis que l'école, c'est rare que tu te fais payer toute ton école Non. par une équipe de hockey. Fait que c'est là que j'ai choisi de retourner universitaire avec. J'ai parlé aux joueurs de l'équipe, j'ai parlé au coach, je demandais des conseils à tout le monde pour savoir c'était quoi la meilleure décision à prendre. Malheureusement, je n'ai pas sorti de l'université avec un bac ou quoi que ce soit, mais je pense que ça m'a ouvert d'autres portes au niveau professionnel. J'ai eu la chance de jouer en Ligue américaine à cause que j'ai eu une Ouais. grosse saison universitaire. Fait que si tu prends ça dans la balance, est-ce que ça a été une bonne décision? Est-ce que ça a été une mauvaise décision? On ne le saura jamais, mais au bout de la ligne, j'ai pas régressé
en étant universitaire. Je pense que j'ai vraiment pris de la confiance, puis j'ai pris du galon pour monter encore. Puis aujourd'hui, je suis content d'avoir pris cette décision-là. Ouais, puis tu sais, la Ligue universitaire, c'est peut-être pas assez connu parce que c'est quand même une très bonne ligue de hockey. Là, puis tu l'as dit, ça t'a aidé à reprendre une certaine confiance, un certain step dans ton jeu, tes performances offensives. Puis on reviendra à ça, ça faisait partie de mes prochaines questions. Ouais, ben tu sais, l'université, la star, ça s'appelle U-Sport, là, mais Ouais. tu sais, c'est tellement une ligue rapide, c'est tellement une bonne ligue que les gens connaissent pas à cause qu'au Québec, tu sais, il y a junior majeur, après ça, il y a junior 3 ou peu importe. Mais je vais toujours me rappeler ma première game. Nous, on affrontait une équipe de l'armée. Puis, tu sais, leur aréna, c'est pas la grosse aréna, là. Tu sais, c'est vraiment très petit. Puis, mes parents, ils regardent tout le temps mes games. Puis, ils ont regardé la game. Puis, tu sais, ils ont comme fait, oh, tu sais, t'as parti de la East Coast qui est professionnelle, puis là, tu t'en vas dans l'universitaire, puis tu sais, l'aréna, puis un peu comment c'était filmé. Tu sais, ça a comme fait un. Tu sais, est-ce que mon gars est à la bonne place? Mais quand ils sont venus en personne voir une game, ils ont pu remarquer que le calibre est extrêmement bon. Les gars sont rapides. On a juste 28 games dans une saison, fait que on a le temps de s'entraîner en masse. Puis pour les gens qui ne connaissent pas ça, je leur donnerais un conseil d'aller voir une game. La plupart des équipes au Québec, c'est tous des joueurs qui ont joué junior majeur. Fait personnellement, moi, je pense que c'est juste le après junior majeur. C'est un calibre très, très vite, très, très bon. Puis c'est un calibre le fun à aller voir. Ah, puis justement, là, par la suite, tu es resté là pour une autre saison, donc ta première saison complète là, avec Concordia. Il faut le mentionner, tu as quand même eu un très gros total de points, là, 60 points en 28 matchs, exactement, pour être meilleur pointeur de la Ligue. Donc, c'est aussi cette saison-là qui t'a permis d'être appelé par le Rocket. Donc, comment tu as vécu cette annonce-là là, d'être appelé par le Rocket puis de finalement là, jouer un match avec eux? Puis, est-ce que tu as été surpris là, de cet appel-là ou tu t'y attendais un petit peu? J'ai été surpris, oui. C'est sûr qu'avec la saison que j'ai eue, je m'attendais à avoir des offres. Mais tu sais, ça a tellement été rapide. On venait de se faire éliminer au championnat, championnat canadien. En tout cas, au championnat du U-Sport, on venait de se faire éliminer. Puis le soir même, mon agent m'a appelé puis il m'a dit hey, on a une chance de te faire monter dans la ligne américaine. À partir de demain, si tu veux, tu pourrais aller jouer à Laval avec le Rocket. Fait que ça a été, oui, une déception parce qu'on a perdu la première game du tournoi, mais en même temps, j'étais content par la suite parce que justement, j'avais la chance que j'espérais avoir. Fait que ça a été vraiment vite. On est parti de Moncton. Là, le lendemain matin, je suis arrivé à Montréal. J'étais allé chez moi, j'étais allé pacter un peu de stock. Puis le soir même, j'étais rendu à Laval dans ma chambre d'hôtel. Fait que ça a vraiment été un moment assez rapide, mais un très beau moment. Là. Oui, c'est clair. Puis justement, comment on se sent quand on fait partie de l'organisation du Canadien Montréal, parce que je ne veux pas si c'est le cas, c'est le club école du Canadien. Justement, aussi, avant d'entrer en onde, important de le mentionner, tu n'étais pas Joël Bouchard à l'époque qui était l'entraîneur, c'était Sylvain Lefebvre. Mais comment tu te sentais là, dans l'organisation du Canadien? Dans le fond, c'était un rêve. Ouais. Tu veux pas que tu regardes les games du Canadien. J'ai de la misère à croire qu'une personne dans du Québec ne regarde pas les games du Canadien, on n'en entend pas parler. Fait Ouais. ça a vraiment été un rêve qui devenait une réalité. Puis, tu es tellement bien traité à Laval, tu es traité comme un professionnel, comme les joueurs du Canadien. La chambre est exceptionnelle, les installations au complexe, pas au complexe Bell, à la place Belle, c'est exceptionnel. Puis, ça a vraiment été un moment qui était le fun à vivre. Là. Excellent. Puis après une saison plus difficile, là, on fait un saut dans le temps. Là. Après une saison plus difficile à Brampton, dans la East Coast, tu étais allé à Dundee au Royaume-Uni. D'abord. L'Écosse. Ouais, c'est ça. Ouais. L'Écosse fait partie du Royaume-Uni parce que dans le Royaume-Uni, tu as l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande puis l'Angleterre. Ouais, mais tu sais, pourquoi justement aller là-bas? Puis qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? Comment ça se passait?
Ça a été très vite. Avec ma saison que j'ai eue à Brampton, pas que j'ai décroché de la East Coast, mais je voulais vraiment vivre un autre, un autre chose. Puis mon agent est rentré en communication avec le coach là-bas. Le coach, c'est un Québécois, il vient de Boucherville. Fait que, on est allé souper ensemble. Ça a pris un souper. Puis j'ai dit, gars, c'est là que je veux aller. Surtout en Europe, ça marche vraiment par vote de confiance. Lui, il a regardé mes vidéos, il a regardé mes statistiques, puis il m'a tout de suite dit, gars, tu vas jouer beaucoup, 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 puis c'est ça que je voulais, moi. Malheureusement, à Brampton, j'ai pas eu la chance que j'espérais, mais je voulais juste me retrouver dans une position où j'étais un joueur important puis que je jouais des grosses minutes. Puis c'est ça que le coach là-bas m'a donné. Puis encore aujourd'hui, on s'écrit beaucoup. Ça a vraiment été une personne qui m'a aidé dans mon cheminement. Puis j'en suis très reconnaissant. Il me semblait d'avoir déjà vu les Stars de Dundee à quelque part. C'est parce que James, Nick Riopel avait justement déjà joué là. Fait Ouais, que c'est. ouais. Ouais. En tout cas, il a un excellent réseau de contacts, Nick, puis c'est. Non, ça, c'est bon. Ça a l'air d'être une bonne organisation, les Stars. Ouais, pour de vrai, là, Ouais. c'est une petite organisation, mais le rythme de vie là-bas, il est vraiment le fun. Mhm. Euh, que ce soit la ville, que ce soit le côté hockey, les partisans, c'est vraiment du monde proche de son équipe. Puis, tu sais, les chants, les chansons dans les estrades, puis tout le kit. C'est une expérience vraiment le fun que je souhaite aux joueurs de hockey qui veulent aller en Europe de pouvoir vivre ça un jour. Ça n'arrive pas souvent que tu joues au hockey, puis pendant que tu joues, tu entends des chansons, des partisans dans les estrades. Là, c'est vraiment le fun. Good. Euh, Justement, ça fait un bon lien avec ma prochaine question. Le Royaume-Uni, l'Écosse, c'est comme une destination assez exotique, là, on va se le dire, pour un joueur de hockey qui a justement grandi en Amérique du Nord. Comment c'est le hockey là-bas? Est-ce que c'est plus développé qu'on le pense? Est-ce que les partisans y embarquent beaucoup? Comment ça se passe? Ouais, c'est assez développé. Je te dirais, la Ligue en général, tu sais, les partisans sont incroyables. Oui, tu as le soccer qui est un gros sport là-bas, mais Ouais. le hockey est aussi un gros sport, en tout cas à Dundee. C'est vraiment un sport important pour la ville. Les partisans, ça fait des voyages d'autobus. Exemple, qu'on joue à 5 heures de route, ben, tu as tout le temps un autobus de fans qui vont venir au game. Puis, c'est le party. Je veux pas te rendre dans l'aréna, puis les partisans veulent faire le party, ils veulent avoir du fun, ils veulent encourager ton équipe. Que ça aille bien ou que ça aille pas bien, pas qu'ils s'en foutent, mais tu sais qu'ils vont être là pour toi, tu sais qu'ils vont toujours t'encourager comparativement à certaines équipes en Amérique du Nord où quand tu joues mal, ben, tu passes un mauvais quart d'heure, comme je pourrais dire, tandis qu'en Angleterre, c'est vraiment avoir du fun, puis les partisans vont être derrière toi, puis peu importe la situation. Good. James, avant que tu t'enchaînes sur ta prochaine question, Ouais. juste dans les commentaires, il y a Charles Gallagher Dufour qui dit que ça serait cool de te voir avec le Canadien. En effet. C'est un rêve, mais j'aime mieux vraiment pas penser à ça. Si ça arrive, ça va arriver. Ou sinon, mon parcours va continuer à une autre place. Fait que, j'essaie de pas trop y penser. Là. Excellent. On a parlé un petit peu d'entrée de jeu. Là, je l'ai mentionné, tu es le meilleur pointeur de la Ligue East Coast cette année. En vertu d'une production là, de 47 points en 42 rencontres, c'est quand même incroyable. Mais comment est-ce que tu évalues ta saison personnellement, là, individuellement cette année? Euh, Ça va super bien. J'ai eu un début pas difficile, mais les points ne rentraient pas. Je manquais des chances. Puis j'ai juste eu une game où ça a cliqué. Puis depuis ce temps-là, la chimie que j'ai avec mes partenaires de trio, ça va super bien. À chaque game, je rentre dans le game en me disant que je vais être le joueur qui va faire la différence. Puis depuis un certain temps, ça va super bien. Oui, je fais des points. Oui,
oui, ça paraît, exemple, dans les statistiques, mais généralement, je trouve vraiment que j'ai pris une certaine confiance. Puis j'espère que ça va continuer le restant de l'année. Ah. Puis, justement, là, on vient de parler de tes exploits là, à toi personnellement, mais comment tu évalues la performance de ton équipe là, qui a quand même un bon début de saison là, avec 25 victoires et 12 défaites en 37 matchs, donc ce qui est quand même très bon. Donc, comment tu évalues la performance là, de ton équipe, justement? Je pense qu'on est vraiment une équipe difficile à jouer contre. On est rapide, on a des joueurs physiques, on est gros en défensive. Je pense qu'on a vraiment on englobe bien toutes les positions. Autant qu'on a des joueurs qui sont partis dans la Ligue américaine quand la Ligue américaine a commencé. Ça nous a fait mal, mais encore là, on a vraiment un bon line-up en ce moment. Chaque joueur est dans sa position. Puis on est tous à la même longueur d'onde. On pense vraiment à une game à la fois. On pense pas à la coupe. On veut vraiment qu'à chaque game, on donne notre meilleur. Puis je pense que tout le monde est embarqué dans le même bateau. Puis c'est pour ça qu'on a du succès en ce moment. Excellent. Je voulais savoir, est-ce que ta saison là, à Dundee t'a aidé à performer à Wichita cette année? Tu sais, parce que quand tu es parti de la East Coast il y a 2 ans, sans dire que tes performances offensives n'étaient pas là, mais c'était pas la même rendement que cette année, mettons. Puis à Dundee, tu as quand même été tout près d'un point par match. Je veux savoir, est-ce que tes performances là-bas t'ont vraiment aidé à performer et à amener ton jeu à un autre niveau pour cette année? Ouais, je fais souvent mention de la confiance. Je pense que c'est ça qui est arrivé à Dundee. Ouais. Je suis arrivé là-bas, comme j'ai dit plus tôt, j'ai joué des grosses minutes, que ce soit avantages numériques, désavantages numériques. Je jouais vraiment beaucoup. Puis c'est là que j'ai vraiment cliqué dans ma tête. J'ai dit, hey, gars, je suis capable de performer offensivement, mais je suis capable de performer aussi défensivement. Puis ça m'a juste remémoré tous les petits détails du junior. Tu sais, junior, j'ai eu beaucoup de points, mais en même temps, le coach me faisait confiance dans certaines situations. Euh, Puis là, cette année, j'ai vraiment arrivé avec le même mindset. Je suis arrivé, puis j'ai dit, gars, je vais être dominant, que ce soit offensivement ou défensivement. Puis, aussitôt que le déclic s'est fait depuis ce temps-là, j'ai vraiment confiance en mes moyens. Puis, je crois que ça se voit si quelqu'un regarde mes games. Il peut voir que je me fais confiance. J'essaie des jeux que peut-être je n'essayais pas ma première année pro à cause j'avais peur de ne pas jouer la game d'après ou de faire une erreur. Tandis que aujourd'hui, c'est vraiment j'essaye le jeu. Si ça ne marche pas, ben gars, je rentre au banc, j'ai fait une erreur, mais je sais que je vais rembarquer la Ouais. présence d'après, puis je vais avoir la chance de prouver que je peux être un bon joueur. Là. Good. J'aimerais ça qu'on parle un peu de ton environnement à Wichita. Parce que Wichita, c'est dans l'État du Kansas, un État assez méconnu côté hockey. Comment ça se passe à Kansas? Est-ce que la ville, l'État vibre au rythme du Thunder ou il y a encore du travail à faire? Euh, je te dirais que la ville ne vit pas vraiment par rapport au hockey. OK. Tu sais, veux pas ici, c'est le football. Tu sais, les Chiefs sont à 2h30, 3 heures de chez nous. Fait que, Ouais. c'est vraiment football, même le baseball, c'est deux gros sports ici, le hockey. Tu sais, malheureusement, à raison du COVID, on n'est pas capable d'avoir les foules qu'il y avait dans le passé. On a juste le droit, je pense, à 19% de notre aréna. Fait que, on peut pas vraiment voir si la ville vit pour le hockey, mais tu sais, on a des bons partisans. Les partisans sont derrière nous. Puis, je pense réellement que c'est pas le sport numéro un ici au Kansas, mais tu sais, c'est vraiment pas super. Là. Jouer au hockey aussi, ici, c'est le fun. Good. Donc, on en parlait justement là, un peu avant d'entrer en onde. Donc, comment vis-tu avec le calendrier condensé là, de la East Coast League dans cette saison là, qui a été écourtée malheureusement là, à cause de la COVID? C'est vraiment aussitôt que tu as des journées de repos, c'est de prendre le repos que la Ligue te donne. Depuis le mois de mars, on joue quasiment 4 games semaine.
Fait que quand tu as des journées off, tu essaies de récupérer le plus possible. C'est peut-être un bon côté ou pas. Ben, ici à Wichita, on n'a pas beaucoup de choses à faire. Moi puis mon coloc, on n'a pas notre auto ici. On a pris un vol pour venir ici. Fait on n'a pas beaucoup de choses à faire. Fait que quand on a une journée de repos, c'est vraiment on se repose ou bien on est avec les gars, puis on est dehors. Il fait super beau ici. Là. Il fait des 22-23 degrés. Fait aussitôt qu'on a un congé, on essaie d'être dehors avec les gars ensemble. Puis on essaie de profiter un peu du soleil puis de juste décrocher du hockey le temps d'une journée. Good. On a parlé tantôt un peu, tu as joué un peu à l'université, tu n'as pas eu le temps de finir ton bac. Comment ça se passe, tes études? Est-ce que tu dans le fond, comment est-ce que tu es avancé présentement? Et est-ce que tu as un projet d'après-carrière après le hockey? Présentement, je fais un cours en administration avec l'Université TELUC en ligne. Je te dirais que c'était plus facile dans le passé à cause qu'on avait moins de games, tandis que là, on a beaucoup de games. Fait c'est difficile. C'est ça, c'est difficile de vraiment arriver une journée et dire OK, gars, je me concentre sur l'école toute la journée. Juste par exemple, aujourd'hui, on a joué 3 games en fin de semaine. Je suis arrivé aujourd'hui, puis je voulais donner un go dans mes études, puis finalement, après 1 heure et demie, je me sentais fatigué. Il a fallu que je dorme. Fait, j'essaie d'en faire le plus possible. J'ai été chanceux, moi, cet été, à cause du COVID, j'ai été capable de remplacer pendant 2 mois dans une école secondaire au niveau du hockey. Je m'occupais un peu du programme hockey dans une école secondaire. C'est vraiment un travail que je veux faire après le hockey. Je veux rester dans ce sport-là avec les jeunes. J'adore. Devenir coach? Ouais, ben, tu sais, oui, être coach, mais j'aimerais ça vraiment être dans un programme, que ce soit avec du secondaire 1 à 5. Peut-être pas être coach, mais juste m'occuper du programme hockey, d'aller sur la glace avec les jeunes. Cet été, tu avais des jeunes qui jouaient au niveau double lettre, mais tu avais aussi des jeunes qui ne jouaient pas au hockey tout court. Puis c'est ça que j'aimais parce que tu arrivais à l'aréna puis c'était juste du plaisir. Tu essayais de faire des exercices pour les jeunes, mais au bout de la ligne, juste voir un sourire dans la face d'un jeune qui manque un lancer ou qui tombe ou que le jeune ait de la misère à patiner, mais après 2 semaines, il est meilleur. C'est une chose que j'aime voir. Fait que c'est sûr qu'après le hockey, je veux rester là-dedans. Puis je pense que le bagage que j'ai gagné en étant, je pourrais dire, prof pendant 2 mois, ça a vraiment été bénéfique. Puis ça m'a vraiment prouvé que c'était ça la job que je voudrais faire plus tard. Excellent, ça fait plus de 47 minutes qu'on t'a. Nos questions sont terminées, mais il y en a quelques-unes dans le public, puis il y a d'autres sujets que je voulais aborder avec toi. Question du public qui provient de Jocelyn Letourneau, mon père. Est-ce que tu vises encore la Ligue nationale de hockey? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est encore atteignable? Est-ce que c'est encore un objectif? Oui, ça peut être un rêve, mais est-ce que tu y crois encore à ça? Est-ce que j'y crois? Oui et non. Tu sais, veux pas, l'année prochaine, je vais jouer mon année 26 ans. Fait c'est rare qu'une équipe de la Ligue nationale va regarder un joueur de 26 ans. On ne se le cachera pas, là. Ils vont regarder les jeunes de 21, 22, 23 avant moi. Mais si ça continue à bien aller cette année, puis que l'année prochaine, exemple, je suis capable de décrocher un contrat dans la Ligue américaine, puis ça va bien l'année d'après. On ne sait jamais. Mon style de jeu, personnellement, je crois que c'est un fit parfait pour l'Europe. Les glaces sont plus grandes, c'est plus offensif. Fait que je crois que côté monétaire, puis côté, mettons, pour le bien de ma future famille ou peu importe, je pense que ça va être plus en Europe que dans la Ligue nationale, mais tu as tout le temps l'idée en tête d'un jour où je veux jouer en Ligue nationale. C'est pour ça que je t'ai dit que oui et non.
Il faut être réaliste une année. Comme j'ai dit, je vais avoir 26 ans l'année prochaine. Je m'en viens pas vieux, mais au niveau de ligne nationale, ça s'en vient tard. Fait que j'aime mieux vraiment y aller une année à la fois, puis vraiment pas penser au futur pendant que je joue. Là. Mais c'est un jet B qui va te dire ça, là. Mais genre, je sais pas, il y a un joueur qui m'est venu en tête, c'est Derek Ryan. Derek Ryan, lui, a fait son parcours à l'université en Alberta, je pense. Il a joué en Europe comme toi aussi, puis il a commencé sa carrière dans la LNH à 30 ans. Fait que je te dirais, lâche pas, puis écoute, si l'an prochain tu montes dans la Ligue américaine puis tu continues à produire en fou dans la Ligue américaine, ben c'est possible qu'une équipe de la LNH te fasse de l'œil un peu. J'aimerais bien. Non, mais tu as plein d'exemples Ouais. T'as plein d'exemples. Comme j'ai dit au début de l'entrevue, c'est tout le temps de croire en tes moyens, puis de tout le temps travailler fort pour accomplir ce que tu veux. Si un jour je suis capable de jouer en Ligue nationale, tant mieux. Mais si, exemple, ça n'arrive pas, je ne vais pas être déçu ou je ne vais pas dire oh merde, j'aurais dû faire telle chose au lieu de telle chose. Ouais. Je suis content de mon parcours jusqu'à maintenant, puis il arrivera ce qui arrivera. Là. Good. Oui, vas-y Charles, puis j'enchaînerai avec d'autres choses plus tard. C'est bon. La East Coast League, là, c'est une ligue un peu connue, ou en tout cas peu populaire là, en Amérique du Nord, mais c'est quand même le 3e meilleur niveau de hockey. Comment ça se passe, la vie d'un joueur dans la East Coast League, là, mettons pré-pandémie? Là, comment ça se passe dans les arénas pour les joueurs, le service, comment vous êtes traité par les équipes? Comment ça se passe, la vie d'un joueur de la East Coast League? Moi, personnellement, j'ai été chanceux. J'ai été dans des bonnes organisations qui traitent les joueurs super bien. J'ai eu l'expérience un peu dans la ligne américaine. Je te dirais qu'ici, c'est sensiblement la même chose. Le setup de l'aréna, de la chambre est vraiment incroyable. Oui, top côté, exemple, équipement ou peu importe, peut-être pas le même service, mais au bout de la ligne, tu es traité super bien. Je ne peux pas te dire si c'est comme ça dans toutes les équipes de la East Coast, mais les équipes que j'ai faites, j'ai aucun mot négatif à dire par rapport à ça. Puis, côté ambiance dans l'aréna, c'est la même chose que dans la ligne américaine ou la ligne nationale. Oui, tu as moins de fans, tu as beaucoup moins de fans, mais ça reste que t'en as qui va être là derrière toi à l'année longue. Puis, veux pas, c'est une équipe de hockey dans une ville. Fait que si la ville vit pour le hockey, peu importe si c'est dans la ligne américaine ou dans East Coast, il va y avoir des partisans au game. Que ce soit, exemple, à Fort Wayne dans la East Coast, l'aréna est plus grosse que la plupart des arénas dans la ligne américaine. Puis, avant la pandémie, c'était plein à chaque soir. Fait que ça dépend vraiment dans quelle ville que tu joues. Là. Good. J'ai oublié de le mentionner, là, mais c'est Alexandre Dubois qui a posé cette question-là dans le chat. Et également, pendant ta réponse à la question précédente, il dit le prochain David Desharnais. On aimerait bien. Non, c'est comme je te dis, semblable. C'est des joueurs, tous les petits joueurs à petit gabarit, c'est tous des joueurs que veux pas, je regarde parce que je suis un joueur de petit gabarit. C'est tous des exemples que tu essaies de sortir le meilleur d'eux. Ouais. Puis, au bout de la ligne, il y a juste un Anthony Beauregard, puis jamais je vais être capable de faire ce que les David Desharnais, les Jonathan Dumarchessault, Martin Saint-Louis, c'est tous des joueurs différents, mais qui ont un petit gabarit, fait que tu essaies de t'associer avec eux. Là. Good. Excellent. Je vais juste profiter. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui sont avec nous présentement en live. Gênez-vous pas, allez-y vos questions. Je pense qu'Anthony, ça va lui faire un plaisir de répondre. Donc, allez-y vos questions. Encore là, je dis que ça va nous faire plaisir. Anthony, c'est ma mémoire. Là. L'an prochain, Trois-Rivières fait son entrée dans la East Coast, c'est-tu bien ça? Ouais, c'est l'année prochaine, ouais. Ouais, hein? Marc-André Bergeron va être le directeur général. Puis je me souviens d'une chose qu'il avait dit, les Québécois vont avoir une place de choix dans cette équipe-là. Puis ça tombe bien, tu performes cette année. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour toi l'an prochain que justement, puis en passant, c'est une équipe qui fait encore là affiliée au Canadien de Montréal, tu sais, veux pas. Est-ce que c'est possible pour toi, selon toi?
c'est comme c'est drôle que tu m'en parles parce que j'ai parlé à Nick pas plus tard qu'aujourd'hui. Puis je veux pas me fermer aucune option. Ouais. C'est sûr que ça serait le fun parce que ça serait la première fois que ma famille pourrait me voir jouer au niveau professionnel à la maison. Tu y penses, en tant que Québécois, je peux pas croire qu'il n'y a aucun Québécois qui ne pense pas jouer à Trois-Rivières devant toutes ses amis, famille. Fait que, c'est une bonne opportunité. Est-ce que ça va être l'année prochaine? Est-ce que ça va être dans 2 ans, 3 ans? Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va arriver. Une chose qui est sûre, c'est une chance incroyable pour tous les Québécois qui rêvent de jouer, comme j'ai dit, devant leur famille et amis. C'est sûr que j'y pense, c'est sûr qu'on en parle. Ici, on est 3 Québécois à jouer à Wichita, on s'en parle constamment de hey, ça serait le fun d'être proche de chez nous. Fait on garde ça comme une option, puis on va voir à la fin de l'année qu'est-ce qui va arriver. Tu parles que vous êtes 3 Québécois, c'est drôle, c'était une de mes prochaines questions que j'avais en tête. Mais maintenant que tu l'as mentionné, est-ce que tu veux nous dire c'est qui, là, par cœur, je ne sais pas. Hein? Il y a Mathieu Gagnon, c'est un défenseur, c'est mon coloc. Dans le fond, lui, il a joué avec moi à Brampton aussi, fait qu'on habite ensemble, c'est notre 2e année ensemble. Puis il y a Stéphane Fournier aussi, lui, il a joué, dans le fond, il a signé avec les Canadiens pendant 3 ans. Après ça, il s'est fait échanger. Je pense que c'est sa 2e ou 3e année ici. C'est des personnes plus vieux, mais ils ont de l'expérience. Puis à chaque jour, ils m'aident par rapport à ça, que ce soit en dehors ou sur la glace. Chantal Sans Souci qui dit « Nous sommes fiers de toi ». Il y avait une autre question. Jean Boisvert dans les commentaires qui te demande est-ce que tu crois que ta grandeur t'a empêché d'atteindre certains objectifs à un certain moment donné dans ton parcours ou dans ta carrière? Est-ce que tu penses que ça a été un facteur qui a joué contre toi ou pas du tout? Personnellement, je crois pas que ça a joué contre moi. Tu veux pas t'habituer avec le type de joueur que tu es. Est-ce que je serais au niveau professionnel en ce moment, si je serais 6 pieds 4 puis je pèserais 210 livres, je ne sais pas. Mon style de jeu aurait changé par rapport à ma grandeur. C'est sûr que je te dirais pas que j'aimerais pas ça mesurer 6 pieds ou 6 pieds 1, mais mon style de jeu il est fait par rapport à ma grandeur puis mon poids. Je me suis amélioré par rapport à ça. Puis c'est en partie à cause de ma taille que je joue ce style de jeu-là. Fait que je pense pas vraiment que ça a été un facteur négatif au niveau de ma carrière. Good. J'ai une question si je peux y aller, les gars. Good. J'ai emprunté là, une question qui est souvent posée dans le fameux podcast La Poche Bleue. Dans le fond, eux autres, souvent, ils font à la fin ce qu'ils appellent la petite vite, là, dans laquelle ils demandent ton foursome de golf de rêve. Tu peux amener d'abord, est-ce que tu es un joueur de golf? Je joue pour avoir du fun. OK. Fait que, mettons, tu veux avoir du fun avec n'importe qui tu peux amener. Ça peut être du monde vivant, ça peut être du monde décédé, ça peut être des membres de ta famille, ça peut être des célébrités, ça peut être des politiciens, n'importe qui. Tu peux amener 3 personnes avec toi pour jouer au golf. Ça serait qui? C'est sûr, j'emmènerais Tiger Woods si je pourrais. Je te dirais, mettons, Tiger Woods. C'est Nick Crosby. J'emmènerais mon père aussi pour qu'il puisse connaître ces 2 personnes-là. Puis, ben là, t'es à 3, là. Ouais. Puis là, c'est ça. Ben, le 4e, c'est toi. Ça fait 4. 3 plus 1 fait 4. Eh oui. Ah, c'est bon, c'est intéressant. Sidney Crosby, c'est une idole pour toi, j'imagine? Ben, tant qu'à moi, c'est le meilleur joueur de hockey au monde. Ça a-tu été une idole? Oui, par ses exploits, mais je me suis jamais regardé, mettons, en tant que joueur à lui. En comparaison avec Sidney Crosby. Mais comme j'ai dit, c'est le meilleur joueur de hockey au monde présentement. Fait que c'est difficile de dire que c'est pas un idole, mais j'ai jamais vraiment
associer mon style de jeu à lui. Là. Ouais. Juste faire un lien, là, la question de Jean Boisvert, tantôt qui demandait est-ce que la grandeur a pu te nuire à un certain point. Il explique son point, il dit parce qu'un gars qui a obtenu 87 points aurait peut-être pu obtenir un essai, c'est pour ça qu'il demandait ça. Ouais, pour ce côté-là, oui, ça peut nuire. On s'entend qu'un gars qui fait, exemple, 97 points, qui mesure 6 pieds 1, 6 pieds 2, c'est sûr que les équipes de la Ligue nationale vont le regarder. Ouais. Fait que oui, de ce côté-là, ça peut avoir nuit. Mais comme j'ai dit plus tôt, là, jamais, quand je vais arrêter de jouer au hockey, je ne vais jamais dire j'aurais aimé ça, changer quoi que ce soit. Là, fait. Excellent. Peut-être en terminant, là, pour moi en tout cas, sur le podcast, ici, on parle souvent du Canadien, là, on est l'actualité du hockey. Mais je me demandais, est-ce que tu suis ça pas mal, l'actualité du hockey? De la Ligue nationale, peut-être? Ouais, je suis un fanatique de hockey pour de vrai. Nous, on est chanceux, on a 1 heure de moins qu'au Québec. Fait qu'exemple, le Canadien joue à 7 heures, ben ici, c'est à 6 heures. Fait que j'ai le temps de regarder toute la game. Souvent, c'est ça que je fais. Exemple, je vais souper, je vais regarder une game de hockey. Je suis un maniaque de ce sport-là. Que ce soit de regarder les highlights des games le lendemain ou peu importe. J'aime vraiment ça, regarder le hockey. Là. Es-tu le genre de personne qui pourrait prendre une soirée à te promener sur HockeyDB puis Elite Prospect ou pas à ce point-là? Non, pour de vrai, je regarde rarement les statistiques. C'est sûr que si, exemple, on a un nouveau joueur qui s'en vient ici, Ouais. je vais aller faire un tour, savoir un peu de où qui il vient, puis c'est quel type de joueur, mais je passe vraiment pas de temps là-dessus. Je suis vraiment plus un gars qui aime regarder les games de hockey que Plutôt que les regarder les statistiques. statistiques. Ouais. Ouais. Je ne sais pas s'il est encore là, mais Yannick Tiflu, lui, je suis certain qu'il serait capable de passer une soirée là-dessus. Ouais, ben, comme Yann, on est deux fanatiques de hockey. Il a une très belle carrière dans l'East Coast, lui-ci. Puis, c'est souvent quand on joue contre au deck hockey ou peu importe, c'est la chose qu'on parle. C'est de hockey ou de deck hockey. Il y en a beaucoup, beaucoup de joueurs hockey qui sont encore fanatiques, là, qui aiment ça regarder les statistiques et les games. Ouais. Good. J'ai deux sujets deux questions si jamais on a le temps. Là. Tu parlais là, de deck hockey. Là. Parle-moi un peu de tes tournois de deck hockey qui dans le fond, j'imagine, tu joues l'été. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme tournoi de deck hockey? Premièrement, je joue souvent dans 2 équipes. Là. Je joue avec mes chums ici à Saint-Hyacinthe, puis je joue à Granby avec. C'est une ligue plus forte, un petit peu, mais c'est souvent tous les tournois de la tournée Alex Burrows. On a notre équipe dans l'Open. On fait tout le temps 3-4 tournois par été. Il y en a beaucoup qui disent que c'est dangereux pour le hockey, mais rendu là, moi, je vois vraiment ça comme une chance d'améliorer que ce soit mon cardio, peu importe. C'est vraiment, tu n'as pas vraiment de temps de réaction, il faut que tu sois rapide. Ah oui. J'ai eu la chance qu'à mon année à Brampton, j'avais été nommé, mettons, pour essayer d'aller avec Team Canada au tournoi mondial. Finalement, je n'ai pas été capable de le faire à cause que c'était pendant l'année du hockey. Mais à chaque été, je joue tout le temps au deck hockey. Puis ça m'aide un peu à décrocher du hockey en général. C'est un autre sport, mais qui se rattache quand même beaucoup au hockey. Mais ça travaille d'autres aspects de la game que tu ne travailleras pas dans un gym ou bien que tu ne travailleras pas en courant dehors. Là. Good. Puis l'autre affaire qui m'était en tête, je ne sais pas si tu peux prendre le temps d'y penser. As-tu, par exemple, une anecdote comique ou quelque chose là, de vraiment drôle qui t'est déjà arrivé là, pendant ton parcours là, de hockeyeur, là, que ce soit dans la LHJMQ ou professionnel? Dans le junior, on parlait de la rivalité Rouen-Val d'Or. Ouais. Je vais toujours me rappeler ma première game à Rouen. Mario, mon coach, il est souvent reconnu pour sa coupe de cheveux. Puis quand on a joué à Rouen,
avant d'embarquer sur la glace, aussitôt qu'on mettait un pied sur la glace, il mettait la toune. Moi, j'ai les cheveux courts sur le top puis long en arrière, tu sais. Ouais, coupe Pour, longueuil, là. Ouais. c'est ça, pour nous, tu sais, écœurer notre coach. Puis le premier coup, on a entendu ça. Tu sais, tu veux pas rire. Tu veux pas manquer de respect à personne. Puis c'est pas ça qu'on cherche non plus, mais tu sais, c'est un moment comique. Au début, même Mario, c'est tellement un gars gentil, c'est tellement un bon coach. Puis Ouais. il avait même pas réalisé Que c'était pour que lui. Rouen avait mis cette tune-là pour lui, tu sais. Mais tous les gars sur le banc, on essayait de se cacher pour pas rire parce que nous, on le savait. Ouais. Mais, tu sais, même Mario, après la game, tu sais, une game, on avait gagné, puis il riait de ça. C'est vraiment pas une personne qui est gênée ou quoi que ce soit. Fait que ça a vraiment été un moment qui était drôle avant la game. Puis après la game, ça a été encore plus drôle parce que Mario s'en foutait un peu de cette tune-là. Là. Ah, c'est bon. Je vais terminer avec 2 questions. Après ça, là, je ne sais pas si Christo ou Charles a d'autres choses, mais sinon, moi, je vais terminer là-dessus. Puis après ça, on te On laisse va voir, parler. ça va peut-être venir. Ouais, c'est ça. On regarde ta carrière présentement là, à 25 ans avec tout ce que tu as accompli déjà. Ouais. C'est une bonne question. Là, tu auras le temps de penser ça aussi. Mais de quoi es-tu le plus fier de ce que tu as accompli déjà présentement? Qu'est-ce qui te rend le plus fier ou qu'est-ce que. Ouais, c'est ça. Euh, je te dirais d'avoir joué, mettons, en ligne américaine, ça a vraiment été quelque chose Ouais. d'exceptionnel. Surtout devant ma famille puis mes amis, ma première game. Je vais toujours m'en rappeler. Je ne savais même pas que je jouais. Dans le fond, comment ça marche, c'est le coach, souvent, il rencontre les journalistes après la pratique du matin, Ouais. puis les journalistes posent qui joue, peu importe. Puis c'est le journaliste qui est venu faire mon entrevue après la game qui m'a dit, tu sais, comment tu te sens après la pratique, puis avant ta première game. Puis, moi, j'ai répondu, personnellement, je ne sais pas si je vais jouer à soir, mais tu sais, je me sens super bien. Puis c'est lui qui m'a dit, tu sais, ouais, tu joues à soir. Tu sais, j'ai eu la confirmation. Fait que là, après ça, ça a vraiment été de texter mes amis, texter ma Ouais. famille, tu sais, acheter les billets. Puis, sincèrement, je pense qu'il y avait peut-être 50 à 60 personnes de mon village, dans le fond, que j'habite, qui étaient là pour la partie. Puis, juste s'embarquer sur la glace, puis de savoir que tu as tellement de monde qui te supporte, qui sont là pour ta première game dans la Ligue américaine, ça a vraiment été un moment inoubliable. Le village de Saint-Damas. Ouais, ça dommage. Ouais, le petit village. Puis, tu sais, justement, tu as marqué là, dans un but dans l'uniforme du Rocket. Comment ça s'est passé? Décris-nous ton premier but. Là. Bref, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était justement à Laval ou sur la route? Ça a été ma dernière game, dans le fond, la dernière game OK. de l'année. Nous, malheureusement, là, quand j'ai été là, on n'a pas gagné une game. Oh. Mais ça a été vraiment la dernière game de l'année. Il y a eu comme un revirement dans leur zone. Le défenseur il a commencé de faire une passe dans le fond de la glace. J'ai coupé, puis j'ai tout de suite lancé, puis j'ai compté. Fait que ça a été un beau moment, surtout que ça conclut, ça conclut la saison. J'étais vraiment, vraiment content. Puis c'est un but que j'ai encore la rondelle à la maison. Puis Ouais, oui. c'est un beau moment. Là. Sûrement en parlant de la Ligue américaine, là, Jean Boisvert dit je pense que tu es capable d'y retourner. Fait que, ben, Ouais, ben, c'est sûr qu'en voyant la saison que tu connais actuellement au niveau inférieur, ben, on serait forcé à peut-être penser que tu es capable au niveau supérieur. j'ai essayé d'allumer une lumière là, parce que là, il Ouais, ton commence à éclairage faire. en a pris un coup, là. Ouais, mais il commence à faire non. Ah, c'est beau de même. Mais ouais, c'est quelque chose que je pense que je serais capable. Rendu là, c'est vraiment une question de chance. Y a-t-il une équipe qui va être prête de me donner une chance à 26, 27 ans? Je ne sais pas. Personnellement, moi, je crois que j'ai encore. Je suis encore capable de jouer dans cette ligue-là. On va voir dans le Ben oui. futur qu'est-ce qui va arriver. Là. Pour finir, je m'attends un petit peu à ce que tu vas me répondre, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je te dirais encore beaucoup d'années à jouer au hockey. Ouais. Je pense que ça serait ça de rester en santé. Tu sais, je vais toucher du bois parce que j'ai pas été
souvent blessé, là, Ok, mais ouais. c'est vraiment la santé d'être capable de jouer le plus longtemps possible. Puis, qui sait, essayer de vraiment gagner ma vie puis de pas me soucier du côté monétaire à la fin de ma Ouais. carrière. Excellent. Chantal, sans souci, qui dit c'est certain, il faut continuer d'y croire. Yes. Euh, Charles, pas l'autre question. Christo non plus. Ben, je sais pas, là, peut-être rapidement, là, ton meilleur souvenir de hockey mineur? Euh, Hockey mineur, T'es genre, mettons, avant d'arriver midget 3. Là. euh, je pense que ça a été tous les tournois que j'ai gagnés quand j'étais jeune. Euh, Où je pourrais dire, moi, dans le fond, quand je suis arrivé midget de sport, je me suis fait couper midget de sport. Je suis tombé midget 2C. Ah ouais. Puis je pense de Puis sortir de t'as là. fait midget 3 l'année d'après? Ouais, Midget 2C, midget 3. C'est quand même un je bon pense, step. Puis draft dans le Q cette année-là. Pas pire. ouais, je pense que c'est un souvenir qui n'est pas le fun à y repenser, mais en même temps, je pense que ça prouve vraiment que c'est jamais fini tant que tu n'accroches pas tes patins. Je Ouais. suis arrivé midget 2C, puis on se le cachera pas, le niveau d'être sérieux avant les games, ou peu importe, il n'est pas autant là qu'un calibre midget 3 Ouais, ou peu importe. c'est ça. Fait que moi, je suis arrivé là-bas vraiment, je savais pas ce qui allait arriver. Puis à la fin de l'année, j'ai eu une lettre du midget 3 qui m'invitait au camp. Puis, je vais toujours me rappeler, je me suis présenté au camp avec aucune intention. Puis ma première game, j'ai eu 4 buts. Puis là, c'est à partir de là que ça a comme monté, puis j'ai jamais regardé en arrière, là. Good. T'as pas fait le tournoi Pee-Wee de Québec? Non, dans le fond, moi, mon année Pee-Wee 2A, moi, j'ai juste joué une année Pee-Wee 2A, puis cette année-là, c'était pas le Pee-Wee 2A de notre coin qui allait, c'était le Pee-Wee 2B qui allait au tournoi. OK. Fait que, Ah, c'est dommage. j'ai pas eu la chance de faire le tournoi Pee-Wee de Québec. Christo, tu l'avais-tu fait? Moi, je l'ai fait. OK, j'allais dire, Charles, tu es le seul à l'avoir participé, mais mais dans une autre fonction, là. Ouais. Mais non, Christo aussi, il a participé. Puis Charles, comme arbitre. Yes, sir, en tant qu'homme Non. zébré. Puis, y a-tu, par exemple, un tournoi en particulier là, qui t'a marqué quand tu étais jeune? Dans le fond, tu l'as C'est encore, là, mais quand tu étais à hockey mineur, là? c'est sûr que T'es pas vieux. le tournoi on a un gros tournoi Pee-Wee ici à Saint-Hyacinthe. OK. Je pense que ça a été un tournoi qui va tout le temps rester dans ma tête, veux pas. Je jouais à la maison. C'est un gros tournoi Ouais. que je jouais devant ma famille. Puis, c'est un tournoi vraiment le fun pour les jeunes. Il est vraiment bien structuré. Puis, je pense que je suis un des chanceux qui a été capable de le faire, là. Good. Deux commentaires, là. Je sais qu'on dit que ça achève depuis un petit Ouais. bout, là, mais deux commentaires que je trouve Ah, c'est très pas grave. intéressants. Alexandre Dumois qui dit que c'est le fun de voir un produit de chez nous performer chez les pros. Et Jean Boisvert se demande si tu as brûlé la Ligue Midget 2C. Personnellement, personne qui prend les statistiques Jet 2C, là. Mais c'est un autre game. Les gars sont vraiment là pour avoir du fun. C'est plus en tout cas, dans mon temps, quand j'étais là, c'était plus du chamoyage, puis le monde essayait Ah, ça devait brasser un peu. ouais, ben c'est ça. Le monde essayait de frapper tout ce qui bouge. Pour que j'aie eu une lettre d'invitation de Jet 3, d'après moi, ça a super bien été, mais je te dirais que c'est pas une année où que je me rappelle vraiment le plus, là. OK. Mais la mise en échec était permise à ce moment-là? Ouais. Parce que genre midget 2C, c'est l'équivalent du midget 2B qui est rendu progressif, mise en échec maintenant, là. Fait Ouais. que ça, Non, quand j'étais là, c'était partout, là. C'était. full contact. Fait que ouais, ça Ouais. devait brasser. Ouais, Sans doute. ouais. Excellent. Annie Ménard, interview super intéressante, on est fiers de toi. C'est le fun, les gens participent et sont contents. Ouais, Ouais. on est encore une vingtaine, même si ça fait plus d'une heure qu'on est là. Fait que c'est hot. Ouais. Tantôt, on était plus Tant une mieux, trentaine. tant mieux. Ouais, ça a quand même pogné, c'est le fun. Ouais. Yes.
Excellent, Anthony Beauregard. Je te remercie grandement d'avoir accepté l'invitation, d'être venu à l'émission. Non, merci à vous, les boys. Merci de l'invitation. C'était vraiment le fun pour moi. Ça me fait plaisir. Puis, évidemment, on va souhaiter le meilleur là, pour la suite. Puis, Yes, merci beaucoup. je vais te laisser aller. Je ne prendrai pas plus de ton temps, mais merci beaucoup. Très content. Puis, je te souhaite le meilleur. Puis, merci à Charles et Christo aussi d'avoir été là. Yes, Anthony, merci les c'est le boys. fun. Attention à vous autres. Yes, merci Anthony. Salut, bye. Salut. Excellent. Donc, nous, messieurs, on va continuer à parler du Canadien de Montréal. Le Canadien revient à l'action demain. Les Oilers Edmonton sont en ville, messieurs. La COVID est enfin résolue pour le Canadien. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait. En fait, je suis de bonne humeur que la COVID ait été battue par le Canadien. Je suis content que le Canadien revienne à l'action demain. C'est sûr, ça faisait un bout, là. Mais en tout cas, moi, de mon côté, j'ai une meilleure nouvelle qui va m'empêcher de regarder le Canadien. Ma première pratique. Moi aussi, j'ai pratique demain. Mais moi, c'est pas ma première, c'est ma 5e. Ah Mais c'est ça pour ça, tantôt, Jesse Blanchard qui faisait son petit comique, là, il marquait. Jesse Blanchard qui va être à la pratique, là, le gardien de but. Puis James va souffler demain soir à la pratique. Moi, je vais mourir. Ça m'a fait rire. Je regarde quelques commentaires. Là. Anthony est parti, mais on peut quand même les lire. Là. Ouais. Le frère d'Anthony Beauregard était là. Ouais, Jérémy Beauregard qui dit Good job, brother. C'est cool. Que les parents et la famille étaient là. Plusieurs personnes ont commenté et étaient fiers de lui. C'est le fun de donner on va dire une vague d'amour à nos joueurs produits québécois locaux. Ouais. Mais en tout cas, vraiment, c'est le fun, je suis reconnaissant. Justement, le monde du hockey / NHL News est une plateforme pour donner de l'amour aux jeunes Québécois. Fait que on est un service essentiel, James. Ah oui, puis hey, on a tellement du fun. C'est le fun. Là. Ben oui, Jean Boisvert qui dit Good job, Anthony, lâche pas pour vrai, tu me sembles un excellent joueur et très généreux. Et tout à fait, Jean Boisvert, en fait, merci à toi d'avoir été là, d'avoir posé des questions, d'avoir commenté. Tu as relancé le débat, on va le dire comme ça, quelques fois, puis c'est super le fun. Étienne Rétif qui dit Good job, le cousin, donc c'est le fun. Les gens étaient contents. Ouais. Jessie Blanchard Comme qui nous demande. dirait à la claire ensemble, la famille. Ouais. Jessie Blanchard qui nous demande de quel joueur provenait la COVID, la source du virus. C'était Joël Armia. Il avait expiré contre Kotkaniemi, mais Kéké. C'est un contact proche. C'est ça. Kéké est sorti du protocole, puis il va jouer demain. Ouais. Puis Armia, je pense pas parce qu'il n'a pas été sorti du protocole encore. Ouais. Mais là, que Jean Boisvert qui me dit ça fait plaisir, ben écoute, c'est parfait. Il nous dit également Frolic in. Donc, c'est bien possible que Michael Frolic fasse ses débuts, messieurs. Si tel est le cas. Il était temps. Ben oui, pour de vrai. J'arrêtais pas de le dire. Puis, hey, vous allez trouver ça drôle. Mais, pas plus tard qu'aujourd'hui, sur mon heure de lunch, je m'ostinais avec des amis. Puis, je lui disais, j'ai bien l'impression qu'on va voir Frolic cette semaine, moi. Puis là, il disait, ben non, on affronte les Oilers, ça se peut pas, là. Ça va aller ben trop vite. Mais si tel est le cas, j'aurais eu raison. Bravo, James. non, ben, c'est souvent raison. Non, mais je blague, mais pour vrai, Michael Frolic, il était temps qu'on le voit, puis j'avais l'impression que ça va arriver. Hâte de voir si c'est vraiment le cas que Dominique Charme lui fait confiance sur un 4e trio. Vraiment pas de problème, un gars d'expérience. Mais voilà, je voulais simplement parler un petit peu du Canadien. Je ne sais pas si y a des choses à dire. C'est surtout pour annoncer que demain, on est de retour à l'action. Là. Je pense qu'on doit parler de la signature à Caulfield. Je sais pas. Oui, on n'avait pas parlé. Puis direction Laval. Puis selon moi, c'est la bonne décision. Mais garde-toi, Christo. Tiens. Ben, j'ai pas vraiment de choses à dire là-dessus. Là. Ben oui, t'en as. Ben oui, t'en as. Je pense que c'est une question de signer le Caulfield là, avec l'élimination de son équipe là, lors du tournoi universitaire. Là. Je pense que c'était définitif qu'il allait signer avec le Canadien et qu'il allait s'en venir dès leur défaite, dans le fond. Fait que, mais je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Il va aller se développer à Laval. Il va découvrir un peu ce que c'est le hockey nord-américain, professionnel. Là, même si la Ligue universitaire NCAA, c'est une bonne, très, très bonne ligue. Je pense. C'est en même temps. Moi, vas-y. Il va très bien se développer pour justement peut-être faire ses débuts l'année prochaine avec le grand club de Montréal. Ouais, avec Joël. Si la situation qui est là, puis qu'il va à Laval, puis on ne sait pas, là, je donne des si, là, avec des si, on change le monde, là, on s'entend. Mais s'il va à Laval, puis il performe beaucoup, puis il joue 5-6 matchs, puis il a 10 points,
très possible que Joël parle à Marc Bergevin et dise hey, ça va bien, là, tu peux le ramener, tu peux l'essayer. C'est possible. Mais au contraire, on est à Montréal. Il n'y a rien qui va nous surprendre là, avec les partisans. Puis je vais les appeler les fans sans vouloir être méchant avec personne. Là. Mais c'est au contraire qu'au Caulfield, ça va pas bien. Ces 5 premiers matchs, il n'y a pas de points, il n'y a pas de but, il est à -6. Puis il joue 13 minutes par match parce que ça va pas bien. On va-tu crier au flop, nous autres, là? Faut être patient parce que c'est un très beau projet, ce Cole Caulfield. C'est un gars qui va marquer des buts, mais il faut donner le temps de se développer. Il y a 5 et 7 à 170 livres mouillés. Là. C'est pas gros. Ouais. Fait que ça, si je peux me permettre d'ajouter, là, le monde qui le voulait à Montréal, là, oui, il y a peut-être le talent, mais il a besoin d'un peu de temps pour s'adapter là, aux professionnels. J'ai vraiment hâte de le voir jouer lorsqu'il va être rendu avec le Rocket. Je pense que c'est 2 matchs en 2 soirs, là, les 9-10 avril, qui va avoir, qui devrait être en uniforme. Après ça, je pense qu'il y a une petite pause, peut-être l'amener sur le taxi squad là, en attendant, parce que pour qu'il s'entraîne avec le grand club et ensuite peut-être le renvoyer à Laval là, pour compléter la saison. Ça a bugué, je suis de retour. Parfait. Non, on t'a entendu. On a entendu. Okay. Ça a bugué, mais on a compris ce que tu as dit. OK, bon, parfait. Dans ce cas-là, Caulfield à Laval, j'adore. Puis, prenons notre temps avec lui. On va voir, on va peut-être un peu être obligé de le monter l'an prochain. Si, mettons, des Tatars, Armia partent, ce qui va créer des trous sur les ailes. Ouais. Mais pour présentement, là, j'adore la décision du Canadien de Montréal, le fait de le signer. Écoute, tu parles en français, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Puis, allez-y, Montréal, ou quelque chose de allons-y. avait dit. Ouais. Allons-y, Montréal. Puis, tu sais aussi, là, Cole Caulfield, si c'est pour monter à Montréal, c'est top 9 obligatoire, voire même top. Je vais même mettre top 6. Parce que si Cole Caulfield vient à Montréal, c'est pas pour jouer 12 minutes par match sur une 4e ligne. Sur une 3e ligne, ça va dépendre avec qui on va le faire jouer. Oui, c'est ça. Faut que tu mettes avec des gars qui sont. 3e trio offensif, oui. Oui, c'est ça. Mais 3e trio défensif, mais mettons, je sais pas moi, avec Byron puis Lekonen. Non. Hey, si c'était ça, là, non. Mais tu sais, 3e trio avec Toffoli, KK. Let's go. Mettons, si on n'a pas le choix à un moment donné avant la fin de la saison, je pense que c'est 25 games en 43 jours. Là, ça va être incroyable. Ça va être du stock. Fait que, pourquoi pas, pour donner du repos à certains joueurs, le monter puis le faire jouer quelques matchs. Mais on veut le voir à Laval, on veut le voir se développer sous la férule de Joël Bouchard. Et puis l'an prochain, on verra. On va voir les nouveaux joueurs que Marc Bergevin a amenés cet été. On va voir le repêchage d'expansion. Puis on va voir dans le fond, le depth chart qu'on va avoir l'an prochain. Puis où va se situer Cole Caulfield. Je ne serais pas contre de le voir dominer à Laval l'an prochain. Tout comme si on n'a pas le choix, on peut le mettre sur un 3e trio offensif. On verra. Oui. Définitivement, tu as raison. Mais 4e trio, on ne le met jamais. Là. Non, il ne faut pas. Ouais. Vraiment, là, il ne faut pas. Vraiment pas. Puis encore là, 3e ligne offensive. On l'a dit tantôt. Ouais, c'est vraiment ça. Avec du power play. Pas le choix. Ça va être, pour vrai, ça peut donner son arme de prédilection d'avantage numérique avec son lancer. Oui. Je ne veux vraiment pas m'éterniser sur le Canadien qui avait juste 5 minutes, juste pour jaser un petit peu, se mettre dans le bain, parce que demain, il y a le match contre les Oilers d'Edmonton à 19h au Centre Bell. Le Canadien renoue avec l'action pour une première fois en 1 semaine et demie à peu près. Pour lancer le rendez-vous, pour lancer l'invitation, demain, il ne manquait pas notre émission d'avant-match sur le coup de 18h15. Donc, 18h15 demain, mardi. En direct sur la page Facebook, Le Monde du hockey. Donc, on va être avec vous. On va être avec vous là, pour se mettre à la table sur le match Canadien-Oilers. Entre-temps, vraiment, ne manquez pas ça. Même si Charles n'est pas là, il vous invite. Oui, je vous invite. Le show va être bon pareil sans moi. Jean-Boisvert me pose une excellente question. Puis je ne sais pas si j'ai la réponse, mais j'ai cru voir ça, j'ai cru entendre ça. Excellente question, Jean. Je veux la mentionner. Êtes-vous au courant de la situation de la quarantaine de 14 jours? 7 jours à l'hôtel et 7 jours en pratique. Peut-il jouer les 7 derniers jours? J'ai cru voir ça, moi aussi, aujourd'hui. Il y a 14 jours de quarantaine, 7 jours à l'hôtel avec aucun contact et 7 autres jours pour se remettre en pratique. J'ai cru voir ça. Je n'ai pas la réponse exacte. Je me suis pas informé sur le sujet. Honnêtement, en préparant l'entrevue là, plus tôt aujourd'hui, j'ai été débordé. Mais c'est une bonne question que Jean-Boisvert nous pose là. Puis, honnêtement, je ne le sais pas trop. Parce que savez-vous quoi? Ce que je pensais savoir, là, puis ce que j'avais compris, c'est que
ben, la quarantaine a été réduite de 14 Ouais, à c'est 7 ça. jours. Parmi ces 7 jours-là, ben, le joueur est testé, je pense, 3, 4, 5 fois, peut-être même à Oui. chaque jour. Puis ben, après, il est libre pour aller aux pratiques et aux matchs. Là, et, ben, dans le fond, participer aux activités de l'équipe, là, comme je sais pas moi, ou comme Pierre-Luc Dubois l'a été après ses 14 jours de quarantaine. Ouais, mais c'est ce que je pensais savoir, mais j'avais cru. Aujourd'hui, j'ai vu ça, là, je sais pas où, là, mais j'ai vu ça passer dans le fil d'actualité Facebook. J'ai pas eu le temps de me renseigner, mais si vous voyez, je vais faire mes devoirs et demain, je vais essayer d'avoir une réponse pour vous à Mais l'émission avant le match. dans le fond, ce que ça voudrait dire, c'est que Eric Stahl reste à l'hôtel 7 jours, puis il y a un autre 7 jours après qui n'est pas en contact Non, avec ses coéquipiers, mais qui peut aller s'entraîner, genre? ça fait pas de sens, je sais pas. Parce que selon Je les sais pas propos de plus. Marc Jovin, c'était pas ça pareil, là. C'était Je pas sais ça, pas là. plus. Selon ce que Marc Jovin a dit, c'est après 7 jours, il va jouer. Ben, Mais pourquoi d'abord, j'avais vu ça, je le sais pas. Je vais ben, faire si mes Marc devoirs. Bergevin a dit ça, je pense que la source est pas mal bonne. Et là, je me trouve drôle en disant je vais faire mes devoirs. Parce que non, parce que je les fais pas à l'école, mais je les fais pour le podcast. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Quel devoir, James. Je me trouve drôle. Hey! Comique. Christophe Gagné et Charles Boisvert, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là et de m'avoir accompagné pour cette émission spéciale ce soir. Et oui, ben merci beaucoup. J'ai hâte à la prochaine. Merci à toi. Moi aussi, j'ai hâte à la prochaine. Donc, messieurs, je vous remercie encore. En mon nom personnel, James Letourneau, celui de Christophe et celui de Charles. Je veux remercier tout le monde qui a posé des questions, qui ont été très gentils avec notre invité Anthony Beauregard. En passant, merci beaucoup, Anthony. Vraiment content qu'il ait pu faire ça pour nous. C'était super le fun. Des excellentes réponses. Oui, Charles, je te vois. Ouais. Je veux juste encore une fois remercier tout le monde dans les commentaires, tout le monde qui nous ont regardé, qui ont liké. Là, toute participation, là, a été très bon ce soir. J'en suis très reconnaissant. Une vague d'amour que je vous donne et que je reçois également. Ça me fait vraiment plaisir. Alexandre Dubois, Jean Boisvert qui ont également participé au débat pour relancer le débat. Merci beaucoup tout le monde, très sincèrement. Puis Charles, je te laisse conclure, puis après ça, je vais avec les mots de la fin. OK. Ben, dans le fond, je vous l'annonce en primeur. Vous savez, moi, j'ai un podcast qui s'appelle Waver Radio. Et ce jeudi, je vais vous inviter. C'est fans de hockey, mais sans doute qu'il y a certains fans de football parmi vous. Là, je ne sais pas, il y a combien de personnes qui restent là. Mais jeudi à Boisvert Radio, sur les coups de 9 h, là, je ne sais pas encore si James tu vas le partager, mais en tout cas, bref, je vous invite ça. Je vous invite à un rendez-vous jeudi matin. À 9 h, je vais mettre en ligne le podcast qui sera enregistré demain avec l'ancien joueur des Alouettes de Montréal et actuel analyste du football au Réseau des sports, Pierre Vercheval. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais le recevoir à Boisvert Radio. Ça risque d'être un podcast très intéressant et je me permets là, cette petite promo pour vous inviter à le visionner quand il sera en ligne là, à partir de jeudi. Tu as tellement le droit de faire cette promotion parce que, comme le dit si bien notre collègue Alexandre Dubois, souvent, on est là pour travailler ensemble, on est là pour s'entraider. C'est ce qui fait notre succès. Là, je vais dire mais oui. Mais bon, en tout cas. Jean Boisvert qui nous dit beau boulot. Jesse Blanchard, on vous aime les boys. Donc, vraiment. On vous aime aussi. Oui, c'est ça. On est content que vous soyez là. Puis c'est grâce à vous qu'on est là. Puis, tu as parlé de Vercheval. Écoute, j'ai l'impression que ça va être excellent. Ouais. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Merci encore une fois d'avoir été là. Je remercie une dernière fois Anthony Beauregard qui était incroyable pour nous ce soir, au nom de Christophe, James et Charles Boisvert. C'était Le Monde du hockey par Oblique News. Mesdames, messieurs, bonne fin de soirée et à demain pour le match Canadien Oilers.